Connaissances et témoignages. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Grégoire Poul. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le traducteur d'une des plus grandes personnalités de l'histoire de l'Irlande, Patrick Pearse, premier président de la République irlandaise, héros de la résistance à la présence anglaise, martyr du Rising de 1916, un personnage extraordinaire, mais aussi un très très grand écrivain. Et vous avez choisi, ce qui est une initiative merveilleuse, car l'œuvre de Pearse est quasiment inaccessible en français, de présenter un recueil de contes publié aux éditions Via Romana pour le prix de 15 €. L'enfant Jésus. Alors, mon gaélique étant très mauvais, je crois que c'est Yaosagan, et autres contes irlandais, qui sont une petite merveille qui permettent d'aborder l'œuvre de Patrick Pearse et d'entrer dans la richesse de sa pensée, de sa foi, de son attachement à la culture irlandaise et à l'indépendance de son pays. Grégoire Poul, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser à cet écrivain, ce poète, cet homme politique qui a été une des plus belles figures du redressement nationaliste de l'Irlande au début du XXe siècle et qui en même temps a sombré dans un oubli quasi total et qu'en tout cas en France, personne ou presque ne connaît? Alors, je crois que mon chemin personnel, ma vie un peu ressemble un tout petit peu, très, très légèrement à celle de Pearse. C'est-à-dire que Patrick Pearse était un petit bourgeois dublinois. Son père était anglais, sa mère irlandaise, et il était né dans une famille assez aisée. Son père est protestant d'ailleurs. Son père est protestant, sa mère est catholique, donc en fait c'est un métis. Et il n'y a que sa grand-mère, une de ses deux grand-mères, qui parle encore un petit peu gaélique. Alors Pearse, lui, c'est en quelque sorte un privilégié dans l'Irlande du XIXe siècle. Il est né en 1879 et puis alors il se passionne dès son adolescence, dès son enfance, par les légendes irlandaises, la culture irlandaise et la langue irlandaise, le gaélique. Et c'est une langue qui est en train de mourir. Et alors, quand je dis que ma vie ressemble un petit peu à celle de Pearse, c'est que moi également, quand j'étais enfant, alors je suis né à Paris, une famille plutôt normande, mais avec beaucoup d'attaches en Bretagne et du côté de Saint-Malo. Et dès mon enfance, mon adolescence, je m'intéresse à la culture bretonne et j'apprends à parler breton. Et c'est en apprenant à parler breton que je découvre dans un livre en breton une traduction des contes de Pearse. Et le breton et le gaélique sont des langues qui se ressemblent un peu, qui sont de la même famille. Ce sont toutes les deux des langues celtiques et c'est toutes les deux des langues qui sont en quelque sorte menacées de disparition. Alors, en fait, qui est Patrick Pearse? Parce que je crains que nos auditeurs n'en aient pas la moindre idée, hélas. Alors, si vous posez la question à un Irlandais, qui est Patrick Pearse, l'Irlandais vous répondra immédiatement, c'est le père de l'Irlande moderne, c'est le père de l'indépendance, c'est le héros martyr, le premier président de la République d'Irlande, c'est celui qui a lancé véritablement le mouvement inéluctable pour l'indépendance de l'Irlande. Alors Patrick Pearse, donc un adolescent passionné de culture gaélique, et il décide de vouer sa vie à la sauvegarde de la langue gaélique. Et pour ça, alors qu'il a à peine 20 ans, avec son frère, Willy, il décide de fonder une école où l'enseignement est dispensé en gaélique. C'est la première école bilingue dans tout l'Empire britannique. Et en principe, le gaélique est toujours interdit depuis les lois pénales de Cromwell. En principe, on n'a plus le droit de parler le gaélique. Pas plus que de pratiquer la culture traditionnelle. C'est pas tout à fait exact. En fait, Cromwell, ce qu'il fait, c'est qu'il fait les statuts de Kilkenny lorsqu'il envahit l'Irlande au XVIIe siècle pour y imposer définitivement la domination anglaise. Alors Cromwell, c'est pour nos auditeurs, les gens qui ne le connaissent pas, c'est le dictateur qui a gouverné l'Angleterre pendant une dizaine d'années après la mort du roi Charles Ier. Et qui est un protestant fanatique. Voilà. Au XVIIe siècle, donc c'est un génocideur, tout simplement. Il a 300 000 morts irlandais sur la conscience. Enfin, il décide d'établir la religion protestante dans tout le Royaume-Uni.
il pourchasse les catholiques en Angleterre. Le catholicisme disparaît quasiment complètement. Et en Irlande, il décide de conquérir l'Irlande, puisque avant lui, les Anglais ne contrôlaient que la région de Dublin. Et lui, il décide de conquérir tout. Alors, il commence très fort. Il brûle la ville de Drogheda complètement. 10 000 morts en une nuit. Enfin. Et en fait, il a maté la noblesse irlandaise en détruisant tout le socle juridique du droit coutumier gaélique. Alors, c'est à partir de Cromwell, c'est un peu un effondrement de la structure civile irlandaise, gaélique, D'ailleurs, les élites prennent la fuite et s'exilent pour la plupart en France. Oui, c'est ça. Et donc, la religion catholique est interdite. Les évêques sont chassés, les prêtres rentrent dans la clandestinité, et tout le système scolaire se fait en anglais, ce qui fait que à partir du XVIIIe siècle, la population irlandaise abandonne l'usage du gaélique. Et alors, il y a un facteur d'accélération qui fait que la langue gaélique disparaît. Enfin, c'est la grande famine. C'est un événement particulièrement épouvantable. Voilà. Alors, la grande famine, c'est au milieu du 19e siècle. Il y a une bactérie qui infecte les cultures de pommes de terre, en particulier le mildiou. Alors, cette grande famine sur le continent européen fait à peu près 100 000 morts, en Belgique, en Allemagne, un petit peu en France. Mais en Irlande, elle fait 1 million de morts. D'autant plus que les autorités britanniques vont se donner beaucoup de mal pour orchestrer cette famine en n'apportant pas de secours aux populations irlandaises. Oui, c'est ça. En fait, l'administration britannique, une administration coloniale, aggrave la situation, c'est-à-dire elle refuse d'organiser les secours d'urgence qui sont organisés partout ailleurs en Europe, et ce qui permet de limiter le nombre de morts. Et en fait, elle accuse les Irlandais de paresse. Ah, si les Irlandais n'ont rien à manger, c'est parce qu'ils travaillent pas assez, ils sont paresseux, donc il faut les mettre au travail. Alors on crée des usines, on les oblige à abandonner leurs terres pour travailler dans des usines, en faire construire des routes, mais on ne les nourrit pas. Alors, à ce régime-là, 1 million de morts en quelques mois. Ils n'ont pas le choix, ils meurent ou ils partent. Et voilà. Et 2 millions d'exilés environ, qui partent, mais qui vont refaire leur vie aux États-Unis. Ce qui fait qu'en fait, les locuteurs meurent de faim, s'exilent aux États-Unis, ou bien abandonnent petit à petit l'usage de la langue gaélique pour survivre. Alors Patrick Pearse s'est révolté en voyant cette situation, parce qu'il arrive, il naît à peu près 20 ans après la fin de la Grande Famine. C'est-à-dire que ses grands-parents ont connu cette période, et il voit le trésor culturel qui disparaît. Une langue qui meurt, c'est un peuple qui perd son âme. Moi, une fois, j'ai rencontré un prêtre en Bretagne qui m'a dit il y a beaucoup de suicides en Bretagne parce que les grands-parents ne comprennent plus les petits-enfants, et les petits-enfants ne comprennent plus les grands-parents. Il y a une rupture de génération, et ça provoque des syndromes on appelle ça de traumatisme collectif, qui se transmettent de génération en génération. Alors, donc Patrick Pearse, lui, il fait partie de cette petite élite de notables irlandais, de la classe moyenne, qui veulent renouer avec leurs racines, en fait, tout simplement. Et qui en ont les moyens, parce qu'il est instruit, il a fait de bonnes études, il est avocat. Oui. Il a donc une existence devant lui qui pourrait être facile, agréable, et il va en prendre le contre-pied. Il va déjà choisir le camp de sa mère, le camp irlandais, plutôt que la facilité de ses origines britanniques et du protestantisme paternel. Il a été baptisé dans la foi catholique. Et c'est quelqu'un qui choisit systématiquement la difficulté, Pearse, quand il pense que son devoir est de ce côté-là. Et il a cette idée absolument extraordinaire, vous le disiez tout à l'heure, Grégoire Poule, de fonder une école, plutôt 2 écoles, parce qu'il y en a une pour les garçons et une pour les filles, qui permettent l'enseignement de la langue gaélique afin de la sauver, puisqu'il n'y a quasiment plus de locuteurs, sinon dans des régions écartées au fin bout de l'Ouest irlandais, des gens très modestes qui n'ont pas les moyens de transmettre leur langue. On va donc faire en sorte de la restituer au peuple irlandais, cette langue, de restituer cette littérature qui est essentiellement orale. Alors, orale et écrite, puisque en fait la littérature gaélique, c'est le cycle de Cuchulainn.
Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Alors moi, je ne connais pas très bien, mais c'est des vieilles légendes de guerrières avec des monstres, des êtres, des guerriers qui meurent, qui ressuscitent, qui affrontent des monstres. Qui prennent l'aspect d'animaux, qui reviennent à l'aspect humain. C'est le Coroulen qui se change en chien. Et puis qui comme son nom l'indique d'ailleurs. Voilà, et en fait, c'est une littérature qui a été écrite, mise par écrit, qui est pré-chrétienne, qui vient du fond des âges, mais les moines irlandais du Moyen-Âge, enfin, du Xe siècle, l'ont mise par écrit, et en gaélique, en vieil irlandais. Donc on a des manuscrits de vieil irlandais, également en latin. Enfin, donc c'est une littérature orale et écrite. Oui, c'est la Tuatha des Danann et tout cela, c'est la... Voilà. Alors vous disiez que quand Pearse apprend le gaélique, plus personne ne le parle, pas tout à fait. Tout à l'ouest de l'Irlande, il y a une région qui s'appelle le Connemara. C'est à côté de Galway, en face des îles d'Arran. Et là, Patrick Pearse s'achète une petite maison, un cottage, dans le village de Rossmuck. Et il va passer tous les étés là-bas. Et c'est parce que dans ce village, les gens parlent encore gaélique. Et d'ailleurs, les contes Yosagan, la poupée Barbara, qui sont les contes que j'ai traduits, se passent en fait dans ce secteur, les 7 paroisses du comté de Donegal. Et justement, est-ce que l'on peut considérer Pearse comme un collecteur de légendes, un peu comme le font les grands folkloristes bretons de la fin du 19e siècle, ou est-ce qu'il a véritablement réécrit ces histoires? Quelle est la part du traditionnel et quelle est la part de l'auteur? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'inventions, c'est-à-dire contrairement à, vous pensez à La Ville marquée, qui est... il y a bien d'autres, oui, enfin tous les grands auteurs de la fin du 19e siècle. Qui ont collecté la littérature bretonne enfin, au 19e siècle, en allant écouter les contes ou les chansons des paysans. Ces collecteurs bretons étaient très très fidèles, ils ont vraiment retranscrit exactement mot pour mot ce qu'ils entendaient. Non, Pearse, je pense qu'il y a une part de... Il y a beaucoup de créativité chez lui. Il y a un fond vrai, c'est-à-dire qu'il a décrit ce qu'il voyait autour de lui. La poupée Barbara, par exemple, une petite fille. C'est un conte qui c'est mon préféré. C'est très joli. C'est l'histoire d'une petite fille à qui on va faire cadeau d'une magnifique poupée qui va oublier la pauvre poupée très laide qu'elle aimait tellement. Oui, c'est ça. En fait, et je pense que il le dit dans sa préface. C'était un instituteur passionné par la pédagogie, par le monde des enfants, qui scrutait vraiment très attentivement et il voyait comment jouaient les enfants, comment vivaient les enfants, et puis il brodait par-dessus. Alors, pour revenir à Pearse, la pédagogie dans son école, elle est très moderne pour l'époque. Il n'y a pas de châtiment corporel, ce qui est une par rapport au collège anglais révolutionnaire. Voilà, le système britannique est fondé, c'est vraiment c'est pas la fessée, c'est les coups de fouet. Et non, là, aucun châtiment corporel. Et puis les cours se font beaucoup de sport, de théâtre et beaucoup de cours qui se font en plein air, au contact de la nature. Par exemple, Pearse donne des cours de littérature dans la forêt. Les enfants sont assis sur des troncs d'arbres et puis ils écoutent le maître qui leur récite des poèmes et qui leur fait faire des dissertations. Enfin, mais d'ailleurs, il renoue avec l'usage des anciens professeurs qui, pendant l'oppression anglaise, ont maintenu des écoles clandestines dans la lande et ailleurs, justement parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à des écoles. Oui, tout à fait. C'est un côté un peu druidique. Terriblement druidique, mais ce qui est magnifique, il est à la fois très attaché à un passé pré-chrétien tout en restant un catholique fervent. Alors aussi, Pearse a visiblement été un peu influencé par le scoutisme. Il a dû voir les premières troupes de scouts fondées par Baden-Powell. Il a dû voir ça un peu à la fin du 19e siècle. Donc, ce qui fait qu'effectivement, à la fin, son école était un peu organisée avec des équipes, avec un chef d'équipe. Enfin, il y avait des termes gaéliques, c'était comme des patrouilles, avec un lieutenant. Enfin bon, c'était... Et d'ailleurs, ces gens-là ont ressuscité des sports typiques irlandais qu'on ne trouve qu'en Irlande. Le hurling, par exemple, c'est un hockey sur gazon avec une petite balle et les gens cognent. C'est un sport très violent. C'est beaucoup plus violent que la version anglaise.
Il faut jouer avec un casque et ça va très vite et les gens tapent avec une canne sur un grand terrain c'est des sports très virils, Très guerriers en fait. Voilà, il fallait ressusciter l'âme guerrière irlandaise pour après affronter la tyrannie anglaise, défier la tyrannie anglaise. Donc on peut peut-être parler des contes. On peut parler de ces contes qui sont remarquables donc. Voilà, qui en fait. Où ont-ils été publiés à l'origine? Pour qui les a-t-il écrits? Alors ils ont été publiés dans la revue de la Ligue gaélique, Clav na Solis, je crois que c'est l'épée de lumière qui était l'organe de presse de la Ligue gaélique. C'était pour des enfants. Oui. Et en fait, il a écrit ces contes pour les enfants de son école, pour qu'ils aient des contes à lire. Oui, ils sont en gaélique, pas en anglais, précisons-le. Voilà, ils ont été écrits en gaélique. Alors après la mort de Pearse, ils ont été traduits en anglais. On trouve les traductions complètes des œuvres de Pearse sur le site internet de l'université de Cork. C'est un comble. Voilà, donc il y a encore du travail à faire. De quoi s'agit-il? Ce sont des contes que j'aime beaucoup dans ces contes. C'est assez typique de la pensée de Pearse. Moi, j'ai toujours été très, très frappé par le dernier poème de Pearse, celui qu'il écrit la veille de sa mort, où il regarde jouer par la fenêtre de sa cellule, il regarde jouer des enfants et puis sur la pelouse des petits lapins. Et il dit tout cela est tellement tendre, tellement joli, et pourtant tout cela va mourir, tout comme lui le lendemain matin d'ailleurs. Mais il y a véritablement cette mélancolie qui marque l'œuvre de Pearse, cette attention à l'enfance, à la nature. Il y a un amour des bêtes chez Pearse qui est assez unique en son genre. Il y a un petit côté druidique là une fois de plus. Et en même temps cette tristesse qui l'emplit de mélancolie que seule la foi vient tout de même transcender. Oui, c'est ça. L'Irlandais est quelqu'un qui est... c'est une mélancolie joyeuse. L'état d'esprit irlandais, c'est qu'on n'est jamais dépressif, on n'est jamais abattu. On est souvent battu, mais jamais abattu. Face aux éléments, tout comme les Bretons. Mais c'est voilà, les éléments se déchaînent, mais en fait, on fait partie de ces éléments et on vit avec. Et même si on n'a plus un rond, même si on n'a pas grand-chose à manger, même si on reste quand même joyeux. Et voilà. Alors donc, les enfants sont vraiment les personnages centraux de ces contes. Alors le premier conte, c'est l'histoire d'un vieillard. Le vieux Mathias. Tous les dimanches, les parents vont à la messe. La cloche de l'église sonne. Mais les petits-enfants qui ont moins de 7 ans, qui n'ont pas encore fait leur première communion, comme ils sont un peu turbulents, les parents leur disent de rester sur la prairie à côté de l'église et jouer dehors et laisser les pions. Et en fait, ils sont laissés à la surveillance du vieux Mathias. Et ce vieux Mathias, mais en fait, il ne va plus à la messe depuis très longtemps. Personne ne sait pourquoi. Personne lui pose la question. Et visiblement, il est fâché avec Dieu. Et on ne sait pas pourquoi. On suppute les pires horreurs. Voilà. Alors quelques personnes disent c'est quand même scandaleux que ce soit ce vieillard impie qui garde les enfants. Alors ils vont voir le curé, puis le curé leur dit non, ne vous inquiétez pas. Il aime beaucoup les enfants et puis Dieu connaît son âme, donc laissez-le tranquille, il fait très bien son travail de garder les enfants et puis vous verrez un jour, il retrouvera la paix. Donc ce vieillard, il aime beaucoup les enfants, mais on sent qu'il a l'âme tourmentée. Et puis un jour, parmi tous les enfants, il en voit un qui n'est pas roux comme les autres, qui n'a pas les cheveux roux ou blonds, mais qui a les cheveux bruns, et qui n'a pas la peau claire, mais qui a la peau plutôt bronzée, qui n'est pas vêtu avec un manteau de laine, mais qui a un beau manteau blanc. Il a une lumière qui irradie de son visage, qui resplendit autour de lui. Alors, il demande aux autres enfants, mais qui est-ce? D'où vient-il? Je ne l'ai jamais vu parmi vous. Et puis, les autres enfants lui répondent, c'est Yosagan. Alors, Yosagan, en irlandais, ça veut dire, c'est un diminutif qui veut dire le petit Jésus. Et puis au bout de quelques dimanches, Mathias appelle Yosagan. Viens me voir et tout. Il le fait monter sur ses genoux. Et puis là s'engage un dialogue absolument merveilleux entre le petit Yosagan et le vieux Mathias. Ça fait penser un peu au dialogue de Saint-Exupéry et du Petit Prince. Vraiment l'innocence parfaite qui rencontre la vieillesse honnête.
Donc, échange. Et alors, pourquoi? Bon, on va laisser les lecteurs Découvrir l'histoire. découvrir ce dialogue absolument merveilleux. Et en fait, le petit Sagan invite le vieillard à se réconcilier avec Dieu, mais sans entrer dans le sanctuaire de sa conscience. Et quelques jours après, le vieillard tombe malade. C'est la tempête. Il n'y a personne pour l'assister. En fait, il va mourir tout seul, sans personne pour l'aider. Et puis, puis frappe à la porte de la maison le prêtre du village qui vient le voir. Et puis Mathias lui demande, mais comment avez-vous su que j'étais malade, que j'allais... Et le prêtre a dit, j'ai un petit garçon qui a frappé à ma porte et qui m'a prévenu. Et donc, grâce à Yosagan, le vieux Mathias va retrouver la paix de l'âme et pouvoir mourir en paix. Voilà. Mais ce sont toutes de très belles histoires. Il y a cette légende de la Vierge Marie qui fait le tour des foyers la veille de Noël avec l'enfant Jésus, et cette jeune femme qui souffre de la stérilité de son couple et qui la supplie de lui donner un enfant, c'est extrêmement beau. Et puis il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Brigitte des Chansons, qui est l'histoire d'une conteuse populaire qui a une voix d'ange et qui espère participer à un festival, mais le festival est truqué, ce n'est pas elle qui gagne le premier prix. Et l'histoire est d'une beauté extraordinaire, puisqu'elle va pousser son amour de l'art jusqu'à en mourir. Oui, c'est ça. Elle va traverser toute l'Irlande à pied, du Connemara jusqu'à Dublin, pour participer au grand Ionarchtar, c'est le grand festival de chansons gaéliques. Alors, tous les dignitaires de l'Irlande participent à ce festival, qui récompense les meilleurs chanteurs traditionnels. L'évêque de Dublin, les curés, les avocats, les notaires sont là, et ils voient arriver sur scène la vieille Brigitte, complètement crasseuse, en haillons, affamée, et qui à bout de force, et qui va chanter la plus belle de ses chansons. La chanson qui célèbre tout simplement la beauté de l'Irlande. Et puis, à la dernière strophe, elle s'écroule, elle tombe, épuisée. On appelle un médecin qui dit, mais cette femme est en train de mourir d'épuisement. Le prêtre arrive, lui donne l'absolution. Et puis, à ce moment-là, les membres du jury arrivent. Vous avez gagné, vous avez le premier prix. Et puis, le prêtre se retourne vers eux, mais en leur disant, elle a reçu un prix bien plus grand que ce... Alors, diriez-vous de ces textes de Pearse que ce sont des contes chrétiens? Ah, sans aucun doute, oui. C'est même c'est pour cette raison que Benoît Mancheron, l'éditeur, les a accueillis dans sa collection. Mais c'est des contes de Noël, des contes chrétiens. Parce que ce ne sont pas proprement parlé des contes de Noël. Noël est relativement absent de cette histoire, mais ce sont des contes avec une dimension chrétienne incontestable. Il y a une dimension christique chez Pearse. Alors, c'est peut-être un peu choquant, mais il y a quelque chose que je trouve magnifique d'ailleurs, c'est que le soulèvement irlandais, c'est aussi son vieux complice James Connolly, qui lui est communiste, socialiste à tout le moins, complètement détaché de la foi catholique, et qui, la veille de la mort de Pearse, va lui faire porter un dernier message: allez dire à Patrick que je meurs en catholique. Et ça, c'est véritablement l'œuvre de Pearse, l'œuvre de la prière de Pearse autant que de son exemple. J'ai étudié un peu le soulèvement de 1916, comment il s'était déroulé, comment il avait été préparé, et comment il s'était terminé. Et ma conclusion, c'était quand même une belle bande de bras cassés. Il faut reconnaître que c'était très mal organisé. Je suis pas certain qu'il ne faut pas laisser le soulèvement militaire à un poète. Oui, c'est ça. Ils ont préparé tout ça dans l'arrière-boutique d'un bureau de tabac. Et finalement, le seul qui était qui avait une vision un peu stratégique et qui arrivait à tenir ses troupes, c'était James Connolly. Oui. Lui, c'était le leader syndicaliste, socialiste, parce qu'il avait été habitué à organiser des grèves à New York et en Italie. À Belfast et à Dublin aussi, donc lui, il a l'habitude. Voilà.
Mais tout ça est Voilà. une histoire Mais admirable. les autres, c'était... et pire, c'était... ils s'imaginaient que toute l'Irlande se révoltait, que Cork était tombé aux mains des rebelles, que les troupes allemandes débarquaient pour fournir des armes. Et en fait, rien de tout ça se passait. Il n'y avait que le centre-ville de Dublin qui était à feu et à sang, mais le reste de l'Irlande était complètement calme. Mais c'est ça d'ailleurs l'horreur de l'histoire. Il meurt pour un peuple qui finalement a l'air de s'en moquer éperdument. Grégoire Poule, je vous remercie d'avoir évoqué merveilleusement cette grande figure de Patrick Pearse. Je serais heureuse qu'on puisse revenir sur sa personnalité à une prochaine occasion. J'espère que vous allez traduire d'autres textes. Et puis, je rappelle à nos auditeurs, vous publiez chez Via Romana L'Enfant Jésus, Yoshayan et autres contes irlandais. Une petite merveille qui est une occasion rêvée de découvrir cette extraordinaire personnalité de Patrick Pearse, premier président de la République irlandaise indépendante et très grand écrivain. Merci encore Grégoire Poule.